La rage, rien que le mot, ça évoque des images assez anciennes et pour tout dire, terrifiantes. C'est une maladie qui nous accompagne depuis des millénaires et sa sinistre réputation, eh bien, elle n'est pas usurpée. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la terrible réalité de la rage en se concentrant sur le chat. On va commencer par le chiffre le plus brutal, celui qui pose tout de suite le décor. 100%. C'est simple, une fois que les symptômes de la rage apparaissent, l'issue est toujours fatale. Il n'y a aucune exception, ni pour l'animal, ni pour l'humain. Mais alors, la rage, c'est quoi exactement? En fait, c'est une maladie virale. On parle de zoonose, un mot un peu technique qui veut juste dire qu'elle peut passer des animaux à nous, les humains. Le coupable, c'est un virus de la famille des lissavirus et sa cible est très précise. Il s'attaque directement au centre de contrôle de tout le corps, le système nerveux central. Et c'est ça, toute la tragédie de cette maladie. Une fois qu'elle est déclarée, il n'y a absolument rien à faire. Zéro. Pas de remède, pas de traitement pour guérir. C'est cette réalité implacable qui fait que la prévention n'est pas juste une bonne idée, elle est vitale. Ok, pour bien comprendre pourquoi cette maladie est si redoutable, il faut suivre le virus à la trace. C'est un voyage qui peut être lent, mais qui est totalement implacable. Une véritable stratégie d'invasion, invisible et méthodique à travers l'organisme. Alors, comment tout ça commence? Eh bien, tout part de la salive. Chez un animal malade, elle est littéralement saturée de virus. La porte d'entrée, dans la quasi-totalité des cas, c'est la morsure. Elle agit un peu comme une seringue qui vient injecter le virus en profondeur, directement dans les muscles de la victime. Ce qui est à la fois fascinant et terrifiant ici, c'est la stratégie du virus. Il est incroyablement malin. Il ne se jette pas dans la circulation sanguine, là où le système immunitaire pourrait le repérer et le combattre. Non, il se cache. D'abord, il se multiplie tranquillement, sur place, au niveau de la morsure. Puis, il pirate le système nerveux. Il utilise les nerfs comme des autoroutes privées pour remonter, ni vu ni connu, jusqu'au cerveau. Et une fois qu'il atteint sa destination, c'est l'explosion. Il envahit tout, et de là, il redescend vers les glandes salivaires pour que l'animal puisse à son tour le transmettre. C'est un plan parfait. Et voilà l'autre aspect vraiment sournois de la rage, le temps. Le calendrier est complètement imprévisible. Entre le moment de la morsure et les premiers symptômes, il peut se passer 2 semaines, comme plusieurs mois. Et pendant tout ce temps, le virus est là, dormant, silencieux. Le compte à rebours a commencé, mais personne ne le sait. Passons maintenant à l'étape suivante. Que se passe-t-il quand le virus a finalement gagné la partie et atteint le cerveau? C'est là que la maladie se déclare, et elle peut prendre 2 formes très différentes, comme 2 visages d'une même horreur. On a donc d'un côté la rage furieuse, celle qu'on a tous en tête, l'image d'Épinal, la rage des films d'horreur. Et de l'autre, on a la rage paralytique, qu'on appelle aussi muette. La différence vient de la zone du cerveau qui est touchée. Mais le point crucial à retenir, c'est que même si elles n'ont pas du tout la même apparence, l'issue est exactement la même, 100% mortelle. La forme furieuse, elle, est très spectaculaire et évidemment extrêmement dangereuse. Le comportement du chat change du tout au tout. Il peut devenir hyper agressif sans aucune raison et s'attaquer à n'importe quoi, que ce soit un autre animal, une personne ou même un objet. Il est complètement désorienté, hypersensible et même sa voix change. Son miaulement devient rauque, étrange. C'est la perte totale de contrôle. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la forme la plus courante chez le chat, ce n'est pas celle-là, c'est l'autre, la forme silencieuse, la rage paralytique. Et cette forme-là, elle est beaucoup plus trompeuse. Au début, les signes sont vraiment discrets, on peut facilement passer à côté. Puis une paralysie s'installe, et elle commence souvent par la tête. La mâchoire tombe, le chat ne peut plus fermer la bouche. Il bave énormément, tout simplement parce qu'il n'arrive plus à avaler sa salive. Il ne peut plus miauler non plus. Et petit à petit, la paralysie descend et gagne tout le corps, jusqu'à provoquer l'arrêt respiratoire. Ce point illustre parfaitement le danger de cette forme de la maladie. En voyant son chat comme ça, la gueule ouverte, en train de baver, quel serait le premier réflexe de n'importe quel propriétaire aimant? On penserait, mon Dieu, il a quelque chose de coincé, il s'étouffe. Et on va vouloir regarder, mettre les doigts dans sa bouche pour l'aider. Sauf que ce geste qui part de la meilleure intention du monde, c'est un piège mortel. C'est s'exposer directement à la salive qui est, à ce stade, une bombe virale. Le risque de contamination est immense. Bon, après ce tableau assez sombre, il faut quand même parler de la seule lueur d'espoir, de la seule chose qui fonctionne vraiment. Puisqu'on ne peut pas traiter la rage, tout, absolument tout, repose sur la prévention. Une question tout à fait logique vient alors à l'esprit. Si on a un doute sur un animal, comment on fait pour être sûr? Comment on pose le diagnostic pour pouvoir agir? La réponse est aussi simple que terrible. On ne peut pas. C'est impossible.
Il n'existe aucun test fiable, aucun prélèvement qui puisse confirmer la rage sur un animal vivant. Le seul et unique moyen d'être certain à 100%, c'est d'analyser le cerveau de l'animal après sa mort. Et ça change tout. Ça veut dire que dès qu'il y a une suspicion, il est déjà trop tard pour l'animal. L'unique objectif devient alors de protéger toutes les personnes et tous les autres animaux qui ont pu être en contact. La défense contre la rage repose donc sur 3 piliers. Le premier, et de loin le plus important, c'est la vaccination. C'est une armure. Le deuxième pilier, c'est la prudence. Il faut limiter au maximum les contacts entre nos chats et la faune sauvage, qui reste le principal réservoir du virus. Et enfin, le troisième pilier, c'est le réflexe, la réaction immédiate. En cas de morsure par un animal suspect, on ne réfléchit pas, on nettoie la plaie à l'eau et au savon abondamment pendant au moins 15 minutes et on file voir un médecin sans attendre une seule seconde. On termine donc avec une question, mais c'est la plus importante. Une question qui doit transformer ce qu'on vient de voir en une action concrète. Face à une maladie qui est 100% mortelle, mais qui est aussi 100% évitable grâce à un simple vaccin. La seule question qui vaille est finalement celle-ci. L'animal qui partage notre vie est-il, oui ou non, protégé ?